Faber. Alors, Mark Faber, l'année passée, était très pessimiste sur l'avenir de l'année 2023. Il prévoyait qu'à cause des taux d'intérêt qui allaient augmenter, eh bien, on allait aller vers une catastrophe mondiale et que cette augmentation des taux d'intérêt, eh bien, elle allait avoir une grave répercussion pour l'ensemble de la planète. Et au fond, eh bien, qu'est-ce qu'on voit au début 2024? Ben, c'est que l'année 2023 s'est pas trop mal passée et que ça a été mieux que ce qu'il avait dit. Et par conséquent, eh bien, on lui demande pourquoi est-ce que finalement l'apocalypse ne s'est pas produit comme lui, il l'avait annoncé. Eh bien, pour lui, les taux d'intérêt qui ont augmenté, ils sont partis d'un plancher qui est très très bas. Et si on regarde l'Europe, c'était même très très bas puisque les taux étaient négatifs. Si on parle de 2020 à 2022, les taux étaient négatifs. Même si on a augmenté de 10%, eh bien vu que le plancher était très bas, eh bien finalement l'ampleur de l'augmentation des taux n'a pas été aussi importante que l'on imagine. Dans son interview, il fait un parallélisme avec la théorie de Friedman pour lui, il dit que les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt n'est pas un critère qui détermine que le système monétaire va être resserré. Les taux d'intérêt ne veulent rien dire. Pour lui, la monnaie ne sera resserrée que lorsque la bourse ne monte pas de manière normale, lorsque l'indice VIX monte fortement et que les spreads obligataires diminuent plus que les bons du trésor. Et comment la Fed a-t-elle fait pour maintenir le bateau à flot? Eh bien, elle a augmenté les taux et elle a continué à imprimer. Et de cette manière, eh bien, elle a évité le resserrement monétaire. En conséquence, l'inflation, pour lui, ne baissera pas et dans la deuxième partie de 2024, elle repartira à la hausse. C'est en tout cas ce que lui prédit. Il illustre ses propos par le prix de l'alimentation, le prix des assurances, etc., où il dit que quel que soit le pays d'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, l'augmentation se situe quand même d'entre 20 et 30%. Donc, ce qui veut dire que ça a un lourd impact sur le panier de la ménagère et principalement sur les gens pauvres et les gens de classe moyenne. Pourquoi? Parce que les gens de classe moyenne et les pauvres, eh bien, leur salaire, leurs revenus n'augmentent pas évidemment en proportion du coût de la vie. Par contre, les personnes qui sont riches, fortunées, eh bien, eux ont énormément d'avoirs et leurs avoirs, eux, ils ont suivi l'impact de l'inflation, donc ils sont devenus plus riches. Donc, par conséquent, eh bien, l'impact de l'inflation était beaucoup plus important que chez les personnes de classe moyenne et à faible revenu. Et il ajoute également que quand on prend le raisonnement suivi par les banques centrales, ils vont vous dire que l'inflation a augmenté de 20 à 30%, mais que depuis cette année, eh bien, ça augmente moins, ça a même tendance à diminuer. Mais quand vous regardez votre ticket de caisse, eh bien, on voit pas que ça diminue, au mieux on voit que ça bouge pas, mais même parfois ça augmente encore dans certains secteurs. Mais bon, on dirait que dans l'ensemble, ça reste plus ou moins stationnaire. Mais stationnaire ne veut pas dire que l'on est revenu au prix d'il y a 3 ans. On reste toujours 20 à 30% supérieur au prix d'il y a 3 ans. La qualité a diminué. On n'a plus la même qualité tant dans la nourriture, on a modifié la manière de créer l'alimentation, que ce soit dans les conserves, les produits tout faits, etc. Et on a même été jusqu'à réduire les paquets tout en les maintenant au même prix. C'est ce qu'on appelle la spreadflation. Alors, Max Weber, eh bien, il est connu comme une personne qui est quand même assez fortunée, qui est évidemment un amateur d'or. Il a commencé à acheter de l'or comme la plupart des gens qui ont quand même un certain pactole actuellement dans les années 70-80.
C'est à ce moment-là qu'ils ont acheté tous de l'or. Lui, sa technique, c'est d'acheter de l'or tous les mois depuis les années 70-80. Et pourquoi a-t-il acheté et a-t-il donné son dévolu sur de l'or principalement pour lui pour deux raisons. Pour lui, l'or est une police d'assurance et c'est aussi un actif qui est sûr. Et il prétend également qu'il n'a pas l'intention de vendre, ce qui ne sera pas la technique de tous, mais lui, il préfère garder ça parce que pour lui, ça reste une assurance en priorité. C'est pas là-dessus qu'il compte faire finalement son bénéfice et il compte léguer ça à ses descendants. Donc il a un objectif de long terme, mais surtout de transmission à ses héritiers et il privilégie l'or en tant que or physique et non or papier. Le monde entier est bien en récession, il n'y a aucune inquiétude à ce sujet-là, on est bien en récession, quoique les autorités nous font croire le contraire. Pour lui, il y a deux éléments marquants, c'est qu'il y a une divergence entre la valeur des actions et la véritable économie. Et deuxièmement, il parle également des fameux actifs qui sont artificiellement gonflés, comme le secteur de l'immobilier, où on a vu les prix flamber depuis 2017 et qui maintenant ont tendance à diminuer. C'est le cas en France avec des moins 20, moins 30% suivant les régions. On prend principalement Paris, mais c'est également le même en Belgique. Et pour lui, il marque un élément important au niveau immobilier, c'est que pour lui, au niveau commercial aux États-Unis, eh bien, tous les bâtiments commerciaux sont en train de s'effondrer à moins 50% par rapport à 2017. Ça, c'est ce qu'il appelle, lui, la méchanceté de l'inflation. C'est que dans une situation inflationniste, quasiment la majorité des gens croient que la valeur de leurs actifs va augmenter en proportion de l'inflation. Et il dit qu'il faut se garder de réagir de cette façon-là et de penser comme ça, car certains prix vont diminuer. D'ailleurs, ici, on voit déjà des prix qui ont diminué, prenons le cas de l'immobilier. Pour d'autres, ça va seulement diminuer et d'autres peut-être dans un proche avenir, mais pas seulement les actifs, ça peut aussi toucher des monnaies, ce qui reviendrait à ce que je vous ai dit il y a quelques vidéos, on pourrait aller vers une hyperinflation et dans ce cas-là, c'est la valeur de la monnaie qui diminue. Le fait d'acheter un immeuble pour préserver ses avoirs et puis se dire, bon, la chose, elle est bien, mon argent, il est placé dans un immeuble et ça ne risque rien, les immeubles à long terme, ça augmente, eh bien, c'est totalement faux, car dans un cas comme on a actuellement, en situation inflationniste, eh bien, certains actifs peuvent baisser. C'est pas toujours le cas de l'immobilier, mais ça peut arriver et nous avons l'expérience ici pour l'instant. Tout ce qui est immobilier, résidentiel et commercial, eh bien, les prix sont en train de s'effondrer et ça a de grandes répercussions sur les banques. Pourquoi? Parce que les banques, eh bien, elles ont prêté de l'argent à des particuliers ou à des commerciaux pour acheter des bâtiments à une certaine valeur. On va prendre par exemple 100 000 euros, c'est vraiment minime, mais enfin bon, prenons l'exemple de 100 000 euros. Donc, voilà les immeubles qui sont en train de diminuer, et bien la garantie des banques sur le prêt hypothécaire de l'immeuble est en train de s'effondrer parce que le bâtiment ne vaut plus 100 000 euros, mais n'en vaut peut-être plus que 50 000 ou 75 000. Ce qui veut dire que la garantie de la banque est en train de s'effondrer et que les banques risquent, au nombre de multiplications de prêts qu'elles ont fait par le passé, eh bien, de se retrouver à découvert. Et on sait ce que ça a donné en 2008-2009 avec les subprimes. Pour lui, il dit que ce n'est pas impossible, mais il n'y croit pas. Pourquoi? Parce que la situation est différente par rapport à 2007, parce qu'en 2007, il y avait une grande facilité d'accès à l'immobilier. Les gens avaient eu des taux très favorables pour accéder à l'immobilier et on favorisait l'achat. Actuellement, les accès à l'immobilier ont été fortement réduits. Il faut amener une grosse part personnelle. Et en plus, eh bien, les taux sont quand même fameusement remontés à 3,5%. Et par conséquent, l'accès à l'immobilier est quand même moins important et par conséquent, on ne se retrouve pas dans la même situation. Donc lui, il a tendance pour l'instant à dire que ce ne serait pas une cause d'une crise bancaire, le problème immobilier cette fois-ci.
Alors, il parlait donc des bâtiments commerciaux qui sont très aussi de perte de la valeur en Europe et principalement aux États-Unis, où là c'est très marquant, mais ça n'est pas un effet mondial, comme pour le résidentiel. Pourquoi? Parce que côté américain, ben, beaucoup de gens ont acheté dans les campagnes, ont acheté des immeubles où ils sont capables de travailler en télétravail à domicile, et beaucoup d'Américains n'ont plus envie d'aller travailler en ville. La majorité eh bien le télétravail et ont envie de rester chez eux, à la campagne, loin de la pollution, d'être dans leur meuble, près de chez eux et de vivre comme ça. Mais ce n'est pas le cas dans le monde entier. On peut prendre le cas de l'Asie, où l'Asie, ben, ils détestent travailler chez eux. Ils veulent rentrer au boulot. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont l'esprit familial. Ils vivent souvent avec enfants, parents, grands-parents, dans des toutes petites maisons. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des petites caches à lapins, là. Et ils n'ont aucune envie, c'est de sortir de chez eux pour prendre l'air et d'avoir un peu d'espace et de tranquillité. Donc pour eux, les bâtiments commerciaux sont moins en difficulté en Asie qu'aux États-Unis principalement et un peu moins en Europe, bien qu'on voit la tendance se manifester également. Voilà l'explication qu'il en donne sur les problèmes des bâtiments commerciaux. Les éléments qui vont baisser, qui ont une valeur qui est en train de baisser, c'est l'immobilier résidentiel et commercial. Donc si vous possédez des immeubles, vous êtes en train de perdre de l'argent. Par contre, si vous envisagez d'acheter, si c'est votre souhait, eh bien, c'est peut-être le moment de faire attention et d'attendre le bon moment où les immeubles seront plus bas pour faire votre bonheur. Il retient également que les actifs qui sont également en train de basculer ou qui sont en train de basculer ou qui vont basculer, c'est les 7 magnifiques technologiques. On peut également citer les actions européennes et les actions des pays émergents qui sont aussi en train d'être relativement bas pour le moment par rapport aux actions américaines. Voilà pour ce qui est des valeurs à la baisse. Alors, bien, comment la Fed va-t-elle régler le problème? Eh bien, comment elle va faire? Les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Vont continuer à faire ce qu'elles ont toujours fait, imprimer de l'argent, la planche à billets va reprendre du service, toujours pour alimenter en liquidité, et on va essayer de régler ça en montant les taux, pas trop, et puis en les redescendant pour diminuer la pression. On voit toujours le fameux chiffre de 2%. Et pour lui, eh bien, il y a 2 éléments qu'il faudra tenir compte. Eh bien, c'est qu'il va falloir à un moment donné gérer la dette. On ne saura pas faire autrement. Et le seul moyen qu'ils ont pour le moment, c'est de continuer à imprimer de manière exponentielle et on ne sait pas jusqu'où. On se dit toujours qu'à un moment, il va y avoir une limite, mais on ne sait pas la limite jusqu'où elle va arriver. Et deuxièmement, eh bien, on serait bien obligé d'augmenter les impôts. Mais augmenter les impôts, ça ne va pas faire du bien à tout le monde, surtout dans les circonstances où on est pour l'instant et diminuer les avantages qu'on offre à certaines catégories de gens comme les pensionnés, les retraités ou ceux qui sont au chômage, etc., eh bien, c'est pas non plus ce qui serait de gaieté de cœur, surtout que si on applique ce système que je viens de vous dire au niveau des États-Unis où leur dette est passée à 34 000 milliards de dollars, avec des intérêts qui sont plus négatifs à zéro, mais qui sont beaucoup plus élevés, et du coup, ils devront refaire des prêts pour payer les intérêts, etc., et on n'en finit plus, eh bien, la situation des États-Unis est vraiment catastrophique, et on se dit toujours à un moment donné, ça va basculer. Quand est-ce que ça va basculer? Eh bien, personne ne sait le dire, même pas lui. On ne sait pas non plus comment on va enrayer le problème, puisque, comme je vous le dis, il faudrait toucher à des éléments qui feraient vraiment la révolution. Donc, on préfère pas y bouger et on préfère dire aux gens que tout va très bien. Et en plus, on se trouve, ne l'oublions pas, dans une année électorale, donc c'est pas le moment de venir dire qu'on va augmenter les impôts ou diminuer les retraites ou diminuer les allocations de chômage ou réduire les assurances santé aux États-Unis, etc. Ça ne serait vraiment pas de bon augure pour être réélu. Alors lui, bien son sentiment, c'est qu'il pense que les États-Unis seraient favorables à une première guerre. Première guerre, ce qui veut dire pour eux première guerre au Moyen-Orient. Pour lui, il voit vraiment les États-Unis aller vers ce système-là. Pourquoi? Pour essayer de sauver l'État financier américain par sans doute la relance qu'on dit toujours au niveau de la guerre. Je n'ai pas trop bien compris ce qu'il voulait dire par là. Mais en tout cas, lui, il serait tendance à dire qu'on pousserait à la guerre au Moyen-Orient pour sauver les États-Unis.
Alors, on lui demande à la fin de l'interview comment lui il a fait pour devenir fortuné. Eh bien, pour lui, donc, il a commencé à acheter de l'or dans les années 70-80, à l'époque aussi où il y a eu une fameuse inflation. Et pour lui, la comparaison entre 1970 et maintenant, c'est que l'inflation qu'on a actuellement va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'il existait dans les années 70-80. Lui, il a acheté de l'or dès les années 70-80 et il en achète tous les mois. Tous les mois, il achète de l'or continuellement depuis cette année-là. Donc, ça fait plus de 40 ans qu'il fait ça. Son objectif, c'est d'avoir de l'or comme une assurance sur ce qu'il a dans les autres actifs. Et son deuxième objectif, c'est qu'il n'a pas l'intention de vendre cet or, mais de le transmettre à ses héritiers. Sa plus grande crainte, c'est que les États-Unis, un jour, usurpent son or ou lui interdisent d'encore le vendre ou le récupèrent à ses dépens. C'est sa plus grande crainte. Il a vraiment peur de ça et il en parle en rigolant, mais on voit bien que il dit, c'est pas, m'empêche pas de dormir, mais j'y pense de plus en plus régulièrement. Ça a déjà eu lieu. Et quand on voit comment ça se passe parfois et comment ils règlent leur compte avec la Russie, ben on peut se poser si un jour ils ne le feront pas vis-à-vis de leurs propres ressortissants. Donc, j'ai peur qu'un jour on usurpe mon or. Il a de l'immobilier, mais qu'il le met pas uniquement dans son pays puisqu'il est américain, mais il va diversifier son immobilier et toujours de l'immobilier physique. Il a de l'immobilier en Suisse, en Thaïlande et il en a aussi au Vietnam, donc principalement en Asie. Et il a maintenant pour habitude de résider de manière quasiment continue en Thaïlande. Alors, il a des actions, eh bien, il a son portefeuille aux USA. Il en a principalement en Amérique latine, parce que pour lui, il dit que s'il arrive une guerre au Moyen-Orient, l'Amérique latine sera le pays le plus stable. Et donc, il a mis assez bien d'actifs là-bas. Et enfin, il en a mis aussi en Asie. Alors pour lui, eh bien l'or n'est pas l'actif le plus performant. C'est pour ça que pour lui, il le conserve à titre de sécurité. Pour lui, ce qu'il y a de plus performant, et si on veut gagner de l'argent facilement, c'est par des actions. Pour lui, ces actions amènent à gagner de l'argent beaucoup plus rapidement que par rapport à l'or. Encore faut-il bien choisir ses actions. Il donne des conseils. Quelques conseils, c'est qu'il achète toujours des actifs qui sont bas. Il conseille, lui, en tout cas lui, il a à peu près 25% de ses avoirs, tout confondu, en or pour garantir le restant. Il recommande aussi d'aller aussi vers des actifs basés sur les matières premières. Pour lui, les matières premières vont être favorables dans un avenir proche. Donc lui, il a son dévolu sur le blé, le pétrole, le cuivre, etc. Il dit qu'il faut investir dans tout ce qui est matière première, mais surtout pas dans tout ce qui est technologique. Il conseille d'avoir des pièces d'or et d'argent d'ailleurs, hein, c'est les deux confondus. Pourquoi? Parce que si un jour on ne parvient plus à payer des pièces d'or, ça serait quand même plus facile pour aller payer votre électricité, votre eau, votre boisson. C'est quand même des valeurs de 100, 200 euros. Parce que vous amenez avec un lingot d'or d'un kilo pour acheter du pain, ça va être un peu compliqué. Donc, il répartit aussi en pièces d'or pour pouvoir les monnayer. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de monnayer des pièces d'or, des Napoléons, des souverains, etc. que 500 grammes d'or ou 100 grammes d'or. Donc, voilà. Moi, je vous conseillerais aussi, si vous avez la possibilité, de garder vos certificats ou vos factures d'achat avec vos lingots. Je sais bien, c'est pas facile d'avoir tout ça, ça demande une bonne gestion, mais quand on sait où on va maintenant, vaut mieux avoir plus de papier que moins, même si, mais bon conseil, cachez-les aussi, il vaut mieux, ça sera plus sûr pour vous. Il donne aussi comme conseil que si on a un portefeuille d'actifs, d'obligations, etc., c'est de mettre pas tout dans la même banque de son pays, mais de répartir, puisqu'il y a des assurances, vous savez jusque 100 000 euros, donc il est réparti dans toutes les banques, et il est réparti dans d'autres pays d'un même continent, mais également dans des pays de continents différents. Donc il a des avoirs en Asie, en Europe, il en a aux États-Unis, en Amérique du Sud et peut-être encore autre part, parce que, et il dit aussi de faire attention parce que tout ce qui est USA, Grande-Bretagne
eh bien, ce sont des alliés américains, donc évitons de mettre notre argent dans ces coins-là parce que ce sera de politique américaine. Il a également des obligations, bien qu'il n'aime pas tellement les obligations, il le dit ouvertement, et de l'argent liquide, mais en cas de déflation, ça peut toujours servir et ça peut toujours être utile. Alors, il le conserve à titre d'assurance, mais que les actifs les plus performants, c'est les actions et qu'il faut mettre son dévolu sur les matières premières dans un proche avenir. Et quatrièmement, de rester à tout ce qui est tangible et éviter ce qui est en papier et que vous ne gérez pas vous-même. Voilà. Diversifiez vos avoirs, diversifiez vos actifs, diversifiez dans les lieux de stockage, également dans des pays différents, des continents différents et en choisissant les pays les plus stables, d'où la raison pour laquelle je vous disais que parfois s'intéresser à des pays du monde, même si ça a l'air chiant, parfois les vidéos que je vous fais sur l'Asie, l'Amérique du Sud, etc., eh bien ça peut avoir vos importants, peut-être pour placer ou stocker vos biens. Voilà. Un dernier point avant de passer à une autre personne, c'est que j'ai retenu également de sa conférence que il avait également, en plus d'avoir peur qu'on usurpe son or, et qu'un jour, eh bien, les Américains fassent encore leur hégémonie sur tout ce qu'ils ont envie d'avoir et de récupérer ce qui ne leur appartient pas, hein, principalement sur vos avoirs. Eh bien, lui, ce qui le préoccupe également, c'est qu'il a peur qu'un jour, on ne sache plus transférer d'argent d'un pays à l'autre. C'est pour ça que comme lui est principalement résident la moitié de l'année au Thaïlande, même plus, eh bien, il a ouvert un compte en banque là-bas pour avoir de l'argent liquide pour savoir vivre là-bas, parce qu'il a peur qu'en tant que ressortissant américain, bien, un jour, il ne sache plus utiliser l'argent qu'il a aux États-Unis en Thaïlande, parce que pour lui, c'est un des gros risques, c'est qu'à l'avenir, on ne parvienne plus à transférer de l'argent d'un pays à un autre. Donc ça, c'est une de ces grosses peurs à côté de l'usurpation de l'or par les autorités. Au niveau de l'or, bien le marché, eh bien c'est plutôt un marché vendeur, surtout en Europe. Donc énormément de gens sont en train de vendre leur or. Pourquoi? Parce qu'il a fait une plus-value de 8% en un an. Si on prend du 14 février 2023 au 14 février 2024, il y a eu du 8% et certaines personnes eh bien, tiennent à prendre leurs bénéfices pour le mettre soit en cash, parce qu'ils ont besoin d'argent, soit pour prendre leurs bénéfices et réinvestir dans des actifs un peu plus sûrs du 3 et du 4%, ou pour acheter des immeubles, ou racheter des immeubles à leurs enfants, pour aider leurs enfants, ou une tendance que l'on voit aussi de plus en plus, c'est de prendre son bénéfice en or et de réinvestir dans les bitcoins. C'est principalement les pays du Golfe et la Chine qui restent de gros acheteurs d'or. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever comme tendance de cette réunion de festival dans Personnes passionnées d'or? Eh bien, c'est qu'on voit de plus en plus vers la vente de fractions d'or de moins de 1 gramme. En effet, l'or étant de plus en plus élevé, utiliser 1 gramme d'or pour aller faire ses courses ou acheter, parce qu'on voit et on vise de plus en plus l'or monnayard, on est obligé de créer des valeurs inférieures. Et bien, c'est la tendance. On voit de plus en plus des fractions d'or inférieures à 1 gramme commencer à faire leur apparition. Et on a vu côté américain, ils sont les seuls à l'avoir proposé, le fameux premier billet en or, qui serait beaucoup plus facilement monnayable et aussi beaucoup plus utilisable au quotidien dans la vie de tous les jours. La monnaie de Paris a présenté pour la première fois l'intelligence artificielle dans la fabrication des pièces et de la possibilité d'implanter à l'intérieur des pièces d'or eh bien, une puce qui contiendrait les certificats, etc. Donc on n'aurait plus besoin de détenir de papier, etc. Donc, on peut en considérer donc que l'or ne serait plus seulement une monnaie, une valeur, mais qu'elle pourrait être aussi un support à la transmission d'informations. Côté de Vera Gold, eh bien, ils ont créé aussi une pièce aussi avec un support, mais là, c'est plus intéressant. C'est une pièce en or de 1/10 d'once et qui serait adossée à une valeur de bitcoin. C'est-à-dire que la pièce en or détiendrait du bitcoin
et de l'or et permettrait à son détenteur, lorsqu'il souhaiterait la vendre, de la vendre au prix du Bitcoin ou au prix de l'or. Et ça serait aussi beaucoup plus facilement monnayable. Et c'est ce que ça portera le nom, ça, de Vera Bitcoin, et ça devrait être bientôt en vente pour les particuliers d'ici 2 à 3 mois. Arizona, eh bien, on a ouvert le premier dépôt d'argent et d'or, et ça permet ainsi aux particuliers de pouvoir aller vendre leur achat d'or et d'argent. On a également un même mécanisme qui commence à exister aussi, et ça c'est ma famille qui m'en parlait, au Texas, où de plus en plus d'États du Texas commencent à ne plus se fier trop au dollar et commencent à reconnaître l'or comme une monnaie d'échange et que l'on peut utiliser dans ses achats au quotidien. Ça ne fait pas plaisir à Washington, bien évidemment, mais le Texas est quand même appuyé par plus ou moins 25 États qui sont favorables également à ce système et soutiennent le Texas dans leur évolution. Nous sommes plutôt côté occidental et États-Unis dans un système de marché vendeur, donc il y a de moins en moins d'acheteurs, sauf dans le Golfe et en Chine. Mais la demande reste quand même plus ou moins stable et même assez forte parce qu'elle est assurée par des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui rachètent des pièces, des lingots, etc. Et pour ne pas perdre d'argent, eh bien, les refondent pour garder leur utilité, pas perdre de valeur. Donc, la demande est quand même assurée par les professionnels actuellement. Au niveau des autres matières premières, c'est que le palladium n'a jamais été aussi bas depuis 2017. Il fait moins 40%, je crois qu'il n'a jamais été aussi bas. Donc c'est peut-être le moment de faire des bonnes affaires si vous le sentez. Le platine, ben, c'est pas non plus trop top. C'est moins 8%, mais il se casse moins quand même la figure que le palladium. C'est l'argent. L'argent, ben, lui, il reste stable. Il vivote, il ne s'effondre pas, il tient le coup, mais il n'apporte pas encore sa super-value comme certains l'attendent depuis un certain laps de temps. Mais si vous voulez aller vers le sens de la monétisation et de son usage au quotidien, ben, l'argent a aussi une valeur qui est inférieure, ce qui permettrait aussi d'être utile pour aller monnayer son argent pour l'achat de choses dans la vie de tous les jours. Alors, bon, j'ai écouté un petit peu ce qu'ils racontaient sur la situation mondiale, que c'est la guerre un peu partout, des tensions, que c'est l'inflation, que les prix sont hauts, etc. Eux, ils considèrent que le palladium, le platine et l'argent ne montera pas beaucoup pour l'instant. Pourquoi? Parce que les industriels n'y ont pas intérêt. Parce que comme on achète des panneaux photovoltaïques, qu'on construit des voitures électriques, etc., à base de ces produits, si on commence à monter ces prix-là, eh bien c'est déjà très cher pour le moment, mais alors là, ça deviendra vraiment inabordable pour le particulier. Du coup, on ne vendrait plus de voitures ni de panneaux photovoltaïques, d'où le maintien, à mon avis, artificiel des prix bas pour tout ce qui est platinoïde et argent. Ce qui s'annonce ici pas très bon non plus parce que l'on voit pour la première fois en Afrique du Sud, eh bien, que l'on commence à mettre du personnel qui travaille dans les mines au chômage, ce qui prouve bien que ça ne va pas trop bien dans tout ce qui est argent et platinoïde. Alors, ils disent également, et ça confirme un peu tout ce qu'on entend pour le moment, qu'il y aurait une réinflation dans le courant de l'année 2024, voire 2025. Donc, on doit s'attendre à ce que l'inflation remonte. Donc, pour ceux qui seraient détenteurs d'or, ben, ça vaudrait un petit peu le coup de ne pas trop le vendre, puisqu'une inflation est toujours favorable à l'or. Voilà ce que j'ai pu retirer de cette fameuse réunion à Berlin, de tout ce que j'ai pu en tirer comme information dans les divers documents. Donc voilà, je vous dis à bientôt.